Baisse des prix du loyer 2 ans après, des Sénégalais parlent d'effet d'annonce. Pour certains, les promoteurs immobiliers utilisent des stratagèmes pour ne pas respecter cette loi. Les consommateurs du Sénégal ont donné leur appréciation sur l'application de cette mesure. Maître Massorna Kane, le président de SOS Consommateurs, en a également profité pour suggérer à la SNHLM de construire le maximum de loyers à mettre à la disposition des populations les plus démunies. Ababakar Sadir Top. 2 ans après la promulgation de la loi portant baisse des prix du loyer, l'Association des consommateurs du Sénégal revient sur la question du logement au Sénégal. Une question lancinante car la loi n'est toujours pas respectée. Elle a été appliquée puisque les loyers avaient baissé dans les proportions qui étaient prévues par la loi. Et il y a eu évidemment beaucoup de réclamations, parce qu'il y a eu des bailleurs qui n'ont pas accepté au départ. Pour ce qui est des promoteurs immobiliers, ils campent sur leur position. Cette cherté du loyer est due à une forte demande sociale, disent-ils. Mais n'empêche, ils ont respecté la loi. C'est cher, mais ça ne dépend pas de moi. C'est par rapport à la demande, l'offre et la demande. Je sais, la majeure partie des activités ont été concentrées à Dakar. La cherté du loyer, je l'ai suivi, vous-même qui me parlez, vous le suivez. Ici présent, la loi a été appliquée. Depuis que la loi a été promulguée, on l'appliquait. Ce que Maître Massorna Kane dénonce, car pour lui, après la promulgation de la loi, les promoteurs ont employé des subterfuges. Il en profite pour lancer un appel à la SNHLM. Même si l'État du Sénégal s'engage à faire des logements abordables, la mise en œuvre reste le plus difficile et le plus important. Nous savons qu'il y a beaucoup de sociétés qui font de la promotion immobilière et parfois même de façon incontrôlée par l'État. Aujourd'hui, le constat est le même. La location est très chère au Sénégal. D'ailleurs, la Société nationale d'habitation à loyer modéré est sollicitée pour qu'au moins le prix des habitats soit modéré. Pour cela, le nouveau directeur en fait sa chasse gardée, nous dit-il. Des membres de la mouvance présidentielle, de l'opposition et de la société civile s'opposent aux propositions du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo. Ce dernier souhaite que tout candidat à la présidentielle qui jouit d'une double nationalité renonce à l'autre 10 ans avant la date de l'élection. La suppression également du second tour de la présidentielle, la hausse de la caution pour la présidentielle à 100 millions de francs CFA. La Ligue démocratique, le Parti démocratique sénégalais et le mouvement Y en a marre qui parlent de propositions farfelues sont tous d'avis que ces suggestions freinent la bonne marche de la démocratie dans notre pays. El Haj Moussabey. Il est hors de question de cautionner un recul démocratique en supprimant le second tour de la présidentielle. Membre de la mouvance présidentielle, la Ligue démocratique assimile cette proposition de Moustapha Cissé Lo comme telle. Je crois qu'il est extrêmement dangereux de faire une telle proposition pour la raison très simple que nous devons avoir dans ce pays un président qui est légitimement élu par le peuple souverain. Et nous pensons que c'est le deuxième tour qui confère une légitimité au président de la République. Pour le PDS, la proposition de Cissé Lo sous-entend une peur anonyme. Ils savent très bien que personne ne peut gagner ces élections ici au Sénégal sans un deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est synonyme de leur perte de pouvoir, c'est synonyme de leur chute. Ils le savent très bien, ils font avec des calculs politiciens pour pouvoir empêcher la tenue des seconds tours. Quant à la société civile, la suppression du deuxième tour ressemble de près au ticket présidentiel du président Abdoulaye Wade. C'est les formes qui changent. C'est comme si je devais aller à Guinaw Rail. Je peux choisir de passer par la corniche de l'unité 15. Je peux aussi également choisir de passer par l'autoroute à péage. Pour l'augmentation de la caution pour la présidentielle, ces acteurs sont sur la même longueur d'onde, 100 millions de francs CFA. C'est excessif. C'est une manière de dire, écoutez, vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas participer aux élections. Il nous faut éviter d'avoir une élection censitaire, c'est-à-dire une élection qui est réservée seulement aux riches.
Je crois que la caution à la dernière élection présidentielle s'est élevée à 65 millions. Cette caution-là, il faut peut-être la diminuer. Quelqu'un qui n'accepte pas que la caution soit à 65 millions, disant que c'est trop pour un pays démocratique, les voilà, le pouvoir entre leurs mains, beaucoup d'argent dans leur poche, propose qu'on augmente cette caution en 100 millions. Tous rejettent en bloc la suggestion du républicain relative à la renonciation de la nationalité étrangère 10 ans avant pour tout candidat à la magistrature suprême, proposition qu'ils jugent tous farfelue. Scrutin du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les conseillers municipaux de la ville de Guangdong à Saint-Louis se sont réunis sans leur maire Khoudia Mbaye. C'est pour protester contre la relégation de leur candidat Ibrahima Ba au rang de suppléant. Ils promettent de hausser le ton si leur candidat ne figure pas dans la liste officielle. Khalilou Ba, leader républicain et adjoint au maire de Guangdong que nous écoutons. Parmi les deux candidats, il y en a un qui nous pose problème. Il s'agit d'un conseil municipal élu en même temps que nous, mais qui, depuis 2 ans, 1 mois que nous sommes élus, n'a jamais assisté à aucun conseil. Il n'a jamais assisté, il ne s'est jamais justifié. Au bout de 3 conseils, on aurait pu, comme la réglementation nous le permet, l'exclure. Nous ne considérons pas que ce soi-disant conseiller peut nous représenter. Il y a donc un candidat, parmi lesquels Ibrahima Ba à ma gauche, qui est de l'APR, qui est le deuxième adjoint au maire, qui jour et nuit travaille pour ceux à quoi il a été élu. Et donc, c'est ce candidat que nous portons. Il nous a été rapporté que ce candidat que nous portons légitimement et valablement, il paraît que c'est lui qui est pris pour un suppléant. Et que le titulaire serait celui qui n'est jamais venu à aucun de nos 13 conseils depuis 2 ans. 1 mois. S'il se trouve que le candidat que nous avons porté se retrouve suppléant, nous disons qu'il y a des étapes à franchir et nous les franchirons. Les coiffeurs professionnels de Saint-Louis se disent laissés pour compte par le ministre de la Jeunesse. Ils demandent en outre aux autorités de les aider à assainir le milieu de la coiffure. Lors de leur assemblée générale, ils ont décidé d'augmenter les tarifs des prestations de services dans les prochains jours. Un reportage signé Gambi Diagne. Pour décider d'une nouvelle tarification de la coiffure à Saint-Louis du Sénégal, les coiffeurs professionnels sont partis en assemblée générale. C'est en vue d'y sortir prochainement d'une nouvelle tarification de la coiffure à Saint-Louis que nous tenons cet AG aujourd'hui. Les coiffeurs professionnels de Saint-Louis interpellent les autorités pour assainir leur milieu. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des autorités pour un appui dans notre lutte contre les coiffeurs clandos. Il y a des coiffeurs sans formation, sans attestation, avec les risques que comporte la coiffure, les risques de contamination au VIH-Sida, les hépatites et les maladies de sang. Comme vous le savez, la coiffure est aujourd'hui un problème de santé publique. L'association des coiffeurs de Saint-Louis du Sénégal a depuis 2008 formé pas moins de 150 coiffeurs. Notre association, depuis sa naissance en 2008, a formé et encadré plus de 150 coiffeurs répartis de Saint-Louis à Richard Toll. La coiffure est devenue un véritable refuge pour les jeunes qui n'ont pas billet à l'école. Notre secteur reçoit chaque année des centaines de jeunes qui n'ont pas réussi le BFM ou le bac. Aujourd'hui, les professionnels de la coiffure veulent améliorer leur situation socio-professionnelle. Comme vous le savez, le coiffeur n'a pas de prise en charge médicale. Le coiffeur n'a pas de cotisation à l'IPRES, alors que nous sommes des travailleurs
Nous sommes des artisans. Nous voulons participer au développement du pays. L'association des coiffeurs professionnels de Saint-Louis regroupe plus de 200 coiffeurs de Saint-Louis à Richard Toll. Il demande au ministre de la Jeunesse de financer ce secteur refuge qui peut se stabiliser et entrer dans le formel aisément. Premier anniversaire de la disparition de Doudou Ndiaye Rose chez lui aux HLM. C'est une lecture de Coran qui a été au cœur de cette journée de commémoration. Un an après, le vide laissé par le tambour-major est encore palpable. Aïssatou Dioptal. Un an après la disparition de Doudou Ndiaye Coumba Rose, l'émotion est toujours palpable, le souvenir douloureux. Des larmes encore chaudes, des visages crispés, des regards fixés dans le vide. Sa première femme, ses enfants, tous se souviennent de lui. Depuis sa mort, je n'ai plus goût à la vie. Doudou Ndiaye était tout pour moi. Je ne connais que lui. Il partageait avec moi tout ce qu'il avait. Je ne peux pas l'oublier. Vivre sans Doudou Ndiaye Coumba Rose, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est quelqu'un de généreux. Il est irremplaçable. Personne n'est indispensable, mais lui, il est indispensable. C'est comme s'il n'était pas mort. Nous le pleurons toujours. Et il nous manque. En ce jour, commémorant l'an 1 de sa mort, la lecture du Coran est prioritaire ici aux HLM, domicile de sa première épouse. Toutefois, une activité culturelle est prévue, ceci dans le but de montrer l'autre facette de Papa Doudou. On ne peut pas organiser un événement, rendre hommage Doudou, sans qu'il n'y ait pas un événement culturel. Parce que c'était ça son boulot, c'est avec ça qu'il a fondé ses enfants, c'est avec ça qu'il a créé ses maisons. Donc le rendre hommage en faisant des camils, c'est extraordinaire, mais il faut qu'il y ait un événement culturel. Doudou Ndiaye Coumba Rose était l'unique tambour-major au Sénégal. Grâce à son art, les couleurs nationales ont fait le tour du monde. Une semaine avant sa mort, un hommage lui a été rendu par l'ambassade du Japon dans le cadre de la célébration de ses 85 ans. L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat a validé ce vendredi son plan stratégique de développement, un plan qui s'articule autour de 7 axes majeurs. L'objectif est de lever les goulots d'étranglement qui plombent l'essor du secteur. Ibrahim Ndiaye est le directeur de l'APDA. Il est ici interrogé par Mansour Sow. L'artisanat est un secteur potentiel, mais pourvoyeur d'emplois. Bon, pour énumérer les difficultés, moi je préfère peut-être parler des axes stratégiques, du plan stratégique de développement. Parce qu'à travers les axes stratégiques, si nous les exploitons et que nous les développons, je pense que tous ces problèmes-là seront réglés. Au niveau donc de l'axe 1, parce que nous en avons déjà 7 axes, au niveau de l'axe 1, nous avons la gouvernance de l'agence qui sera améliorée avec un nouveau type de management. Au niveau de l'axe 2, nous avons donc le cœur de métier donc de la PDA, c'est-à-dire la créativité et l'innovation dans la promotion du secteur de l'artisanat. Au niveau de l'axe 3, nous avons pensé donc renforcer les capacités managériales, techniques et technologiques des artisans. Au niveau de l'axe 4, nous comptons développer le partenariat pour donc augmenter les moyens financiers de l'agence, mais surtout du secteur. Au niveau donc de l'axe 5, nous comptons certainement renforcer ce que j'appelle tout simplement la protection sociale et la propriété intellectuelle des artisans. Et au niveau de l'axe 7, là, on va vraiment se battre pour un développement, un renforcement des infrastructures artisanales. Les journalistes à l'école de la gouvernance publique locale, l'initiative est du ministère de la gouvernance locale. Au cours de ces 2 jours, les hommes de médias vont être formés sur les modes de gestion, mais aussi de fonctionnement de la gouvernance locale sur les bénéficiaires. Écoutons à ce propos le secrétaire général de ce ministère et le président du réseau des journalistes en décentralisation. Le rôle du journaliste, c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser les agents des collectivités locales, mais surtout de sensibiliser les élus, donc qui ont en charge l'intégration des agents concernés par les actes d'administration et de gestion qu'ils prennent. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut que les élus connaissent un peu les enjeux pour agir vite, pour qu'ils puissent prendre à temps les actes permettant aux agents concernés donc de pouvoir accéder
et de pouvoir intégrer cette fonction publique locale. Sans ces élus-là, donc rien ne peut être fait. On ne peut pas opérationnaliser cette réforme. Aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire que les journalistes soient associés au fonctionnement de la fonction publique locale. On constate également qu'il y a de nouveaux rapports entre les collectivités locales et les journalistes. Parce que sur le terrain, on constate qu'il y a de nouvelles collectivités locales qui aujourd'hui s'attachent des services des professionnels de la communication. Et c'est important parce qu'on est dans un monde où aucune institution, aucune organisation ne peut évoluer sans communiquer. Alors la communication est fondamentale. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces journalistes, ces professionnels de la communication qui sont au niveau de ces institutions-là aient de très bons rapports avec les journalistes de terrain. Et je pense que c'est dans ce cadre que le ministère a initié cette session de formation. Le commandant de la gendarmerie mobile a procédé ce matin à la remise du drapeau au 11e contingent sénégalais. Cet effectif est mis à la disposition de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ce contingent comprend 2 unités composées de 270 officiers et sous-officiers. Durant une année donc, ils vont assurer la protection des civils. Plus de détails avec Ndeye Fatimlo. Cette remise de l'emblème national marque la fin de la préparation opérationnelle du 11e contingent mise à la disposition de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ce contingent comprend 270 officiers et sous-officiers, dont 15 gendarmes féminines. Vous avez été parfaitement dotés des connaissances indispensables. Vos principales tâches concerneront la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de la sécurité et le soutien aux opérations électorales, le cas échéant. La MONUSCO sera établie à l'est du territoire pour mieux gérer les tensions locales. Ainsi, ce 11e contingent aura pour mission de protéger les civils, mais aussi de confirmer la réputation des unités sénégalaises. En RDC, vous aurez à relever le défi de confirmer la réputation de nos unités. Il faut donc continuer de mériter la confiance de la communauté internationale, mais aussi le respect des populations et des autorités du pays d'accueil par votre professionnalisme et votre comportement. Le haut commandement attend essentiellement de vous que vous rayonniez d'exemplarité. Des défis que ce contingent compte bien relever haut la main. Le personnel est entraîné pour faire face à tous les défis qui nous attendent sur le terrain. Nous constituons le 11e contingent. Donc c'est une continuité. Le Sénégal est actuellement le premier pays contributeur de troupes de police au sein des Nations Unies. Durant 12 mois, ce 11e contingent pour la MONUSCO va devoir protéger les civils, stabiliser et restaurer l'autorité de l'État congolais. Le commandant de la gendarmerie mobile les incite à garder à l'esprit le sens de l'honneur et de leur engagement. Nous allons ce soir à la rencontre d'un jeune spécialiste en informatique, électronique embarquée et électronique industrielle. Il avait réussi à mettre sur pied une solution de gestion intégrale de la billetterie dans le domaine des transports terrestres. Son projet aurait été contrefait par un autre développeur. Aujourd'hui, Mohamedou Moustapha Ndiaye vit dans des difficultés, ce qui remet au goût du jour la lancinante question de la protection de la propriété privée. Mansour Sow. Comme j'ai pas les moyens et puis j'étais un peu informel, je suis technicien, je ne suis pas un administrateur, je suis qu'un technicien. Ils ont profité de mon ignorance côté administratif. Et pourtant, rien ne lui présageait un avenir aussi incertain. Mohamedou Moustapha Ndiaye, ce jeune électrotechnicien, avait tout pour réussir dans sa vie. Il a réussi à mettre sur pied la première solution de billetterie électronique informatisée pour le transport et la collecte des recettes municipales. J'ai parvenu de créer une plateforme
de solutions de ticketing qui permettent aux transporteurs et la collecte des recettes municipales d'avoir des appareils qui leur permettent de vendre des tickets tout en ayant toutes les informations à distance. Tout ce qui est par exemple la géolocalisation, combien de tickets on a vendus en temps réel. Endetté jusqu'au cou, Moustapha traverse aujourd'hui la période la plus sombre de sa vie. Sa solution a tout simplement été contrefaite, singée et copiée par un autre développeur suffisant pour lui faire perdre toute sa clientèle. J'ai concentré des dettes au niveau des institutions financières. Je n'arrive plus à les payer parce que non seulement ils m'ont piraté, j'ai créé par exemple une boîte avec de l'électronique embarquée, avec un smartphone, une imprimante, avec des outils de protection qui par exemple permettent au receveur de charger l'appareil. Ensuite automatiquement il y a un gars qui est venu, j'ai acheté un Galaxy Femlight 58 000, il a acheté une imprimante 15 000 francs. Il a faussé tout un modèle business que j'avais, je n'arrive plus à vendre. Actuellement, il a pris tout. Vanya a été victime de l'ignorance et de la cupidité de ce lobbying-là, et l'ASPI est engagé, l'ASPI sera constitué en partie civile et engagé à mener le combat avec lui. Sous la tutelle de l'Association sénégalaise pour la promotion des inventions et innovations, Moustapha se bat pour être rétabli dans ses droits après une requête déposée auprès d'une juridiction de Dakar, jusque-là restée infructueuse. Aujourd'hui, ses espoirs s'amenuisent de jour en jour. Les ministres des Finances des États membres de la CEDEAO invitent le Nigeria et la Gambie à signer le tarif extérieur commun. Cet accord de partenariat économique régional veille à la libre circulation des biens et des personnes dans cet espace. Selon le président de la commission de la CEDEAO, cette situation est préjudiciable à l'intégration régionale. Les membres se sont réunis ce vendredi pour évaluer le chemin parcouru depuis la mise en place du TEC. Ndeye Aram Touré. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le tarif extérieur commun invite les États membres de la CEDEAO qui ont signé l'accord de veiller à l'application d'un marché commun, ouvert, libre et transparent. Généralement, toutes les craintes portaient sur cuite de l'état de nos recettes douanières. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec le point des données, que dans cette communauté, l'essentiel des recettes a été amélioré, ces recettes ont été améliorées. Cette volonté de poser les jalons d'une véritable union économique et douanière ne rencontre pas l'adhésion de tous. La Gambie et le Nigeria manifestent une réticence, ce que déplore le président de la commission de la CEDEAO. Ce que nous regrettons, c'est que nous aurons souhaité qu'avant octobre, que nous signions tous avec la Mauritanie, donc ça devient 16 pays, et que l'entrée dans notre zone soit uniformément, l'entrée soit bénéficie des mêmes tarifs douaniers. Le Sénégal compte jouer sa partition afin d'encourager les États qui n'ont pas encore appliqué cet APE régional à s'y atteler. Un rapport a été produit au plus vite pour souligner les réalisations et insuffisances. Nous avons la possibilité, avec ces accords, de voir tous les 5 ans et de faire le point, de réviser. Donc nous allons, à l'issue de ces rencontres, dégager des recommandations qui vont permettre à certains pays qui sont en retard de s'allier au groupe qui est déjà qui applique parfaitement ce tarif extérieur. Cette réunion des ministres des Finances de la CEDEAO sur le TEC vise à sensibiliser les pays qui manquent encore à l'appel à adhérer à ce programme. Cet APE régional veille à l'harmonisation des droits des douanes et d'importation aux frontières. En sport, nous parlons des Jeux Olympiques. Le Sénégal risque de revenir bredouille. La délégation sénégalaise de 25 athlètes rentre à Dakar presque les mains vides. Aucune médaille n'a encore été gagnée à ce jour. Et à presque 72 heures, bien sûr, de la fin officielle des Jeux Olympiques. Et cela malgré tous les moyens déployés par l'État du Sénégal. Le dernier espoir repose sur le lutteur Adama Diatta, dernier athlète sénégalais encore en lice, une participation que les journalistes sportifs